Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des indispensables concernant la technique. Alors aujourd'hui, j'aimerais avec vous essayer d'aller un peu explorer cette notion de technique qui n'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord. La technique, en général, est considérée comme un savoir-faire que l'on met en œuvre pour obtenir de manière volontaire un résultat déterminé. Donc retenez bien cela, la technique est un savoir-faire. Ce savoir-faire, on peut l'acquérir de multiples façons, par l'habitude, par l'expérience, mais également par l'imitation, quand on voit autour de nous des individus qui mettent en œuvre cette technique particulière. On peut aussi également avoir l'acquisition de cette technique en lisant un mode d'emploi ou encore par des connaissances scientifiques. Donc la technique est un savoir-faire, et c'est sur ce point que l'on va essayer aujourd'hui de réfléchir. Donc on va peut-être d'abord retenir deux points. La technique a une finalité utilitaire. La technique vise l'utilité, elle vise l'efficacité. En effet, par opposition aux beaux-arts, à la sculpture, à la peinture, la fin, l'objectif de la technique est intéressé. On veut obtenir quelque chose d'utile, on veut obtenir un résultat. Donc la technique n'est pas du tout quelque chose de désintéressé. On ne met pas en œuvre un savoir-faire uniquement pour le plaisir de mettre en œuvre un savoir-faire. On veut obtenir quelque chose, on veut obtenir un résultat. Et ça, c'est très important. Le deuxième point qu'il faut noter, c'est que la technique, c'est ce qui permet à l'être humain de maîtriser son environnement. En effet, par la technique, je peux avoir un certain pouvoir sur la nature pour transformer cette nature et ainsi ne pas être dépendant de cette nature. Par la technique, je crée donc un monde proprement humain et nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, une petite précision étymologique, la technique, peut-être le savez-vous, vient du terme grec qui veut dire, du terme grec techné. Qu'est-ce que veut dire le mot techné en grec ? Eh bien, c'est assez difficile parce qu'il ne recouvre pas vraiment la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui la technique. Pour les Grecs, la techné a deux significations, mais qui à l'époque étaient confondues l'une avec l'autre. D'une part, la techné, c'est le savoir-faire technique. C'est l'art du charpentier, l'art du cordonnier. Mais la techné renvoie aussi aux beaux-arts, c'est-à-dire à l'art du sculpteur, à l'art du peintre. Il n'y avait pas véritablement de distinction entre, par exemple, un charpentier et un sculpteur. C'est pour ça que lorsque vous lisez des dialogues de Platon, si vous en lisez, quand vous lisez le mot art, faites toujours bien attention au contexte, parce que art veut aussi bien dire la technique telle que nous l'entendons aujourd'hui que les beaux-arts comme la peinture, la sculpture, etc. Donc faites bien attention à cela et pour ne pas commettre de contresens. Alors ce que l'on voit, ce que l'on comprend, une fois qu'on a défini le terme de technique, c'est que la technique permet à l'homme de renforcer ses pouvoirs. Elle permet à l'être humain de renforcer ses pouvoirs. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'homme est un être essentiellement technique, c'est-à-dire que la condition de l'homme est une condition technique. On peut dire, si vous voulez, que la technique, en quelque sorte, est une prothèse. Une prothèse, c'est comme une béquille, par exemple. Elle va nous aider pour renforcer nos pouvoirs, pour renforcer nos capacités et pour dépasser notre fragilité originelle. Et ce point-là a été mis particulièrement en évidence dans le dialogue Protagoras de Platon. Il s'agit d'un dialogue sur la vertu, est-ce que la vertu s'enseigne, mais à cette occasion, Protagoras, qui est un des personnages de ce dialogue avec Socrate, va nous livrer le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Alors ce mythe, je vais le mettre en ligne sur le blog et je vous encourage vraiment à aller le lire parce qu'il est vraiment très instructif. Alors qu'est-ce que nous raconte ce mythe ? Ce mythe nous raconte que, aux origines de l'univers en quelque sorte, les dieux, donc les êtres immortels, vivaient sans les êtres vivants mortels, sans les êtres humains, mais aussi sans les êtres vivants comme les animaux. Et à un certain moment du destin, donc assigné par le destin, les dieux ont créé les hommes et les autres êtres vivants à partir de la terre et du feu.
Et Zeus, à ce moment-là, le dieu des dieux donc, a demandé à Prométhée de répartir les différentes propriétés, les différentes caractéristiques naturelles entre les êtres vivants. Et Épiméthée, donc, a demandé à Prométhée s'il pouvait s'en charger. Donc, Épiméthée s'en charge et il va donner à certains, si vous voulez, une certaine fragilité, comme les oiseaux, mais le vol, des ailes aux oiseaux, ce qui va leur permettre de pouvoir échapper à beaucoup de dangers. À d'autres animaux, il y aura bien évidemment une certaine lourdeur, une certaine lenteur, on peut penser à l'éléphant, mais une grande taille, une grande force pour se défendre. Donc il y a un équilibre en quelque sorte. Mais cette répartition est vraiment mal faite puisque Épiméthée a complètement oublié les hommes, c'est-à-dire que les êtres humains se retrouvent en quelque sorte nus, sans aucune caractéristique, sans aucune propriété qui pourrait leur permettre de subsister dans la nature. Et Prométhée a conscience de cette erreur et va alors dérober le feu aux dieux et la technique, aux deux dieux Athéna et Héphaïstos pour les donner aux êtres humains. Alors que retenir finalement de ce mythe? Eh bien on peut retenir que l'être humain est peut-être l'être le plus fragile de la nature. Car si vous mettez justement, si on a cette expérience de pensée et on laisse un être humain dans une forêt, seul, sans outils, sans technique, eh bien il va périr. Alors que l'animal, lui, grâce à ses différentes caractéristiques, grâce à ses propriétés, grâce à son instinct naturel également, lui va pouvoir survivre. L'homme, et l'être humain en général, est donc l'être le plus faible des êtres vivants, et tout ce qu'il n'a pas naturellement, il doit se les procurer artificiellement grâce à la technique. Donc la technique, en quelque sorte, va permettre à l'individu de sortir, de s'émanciper de sa fragilité, de sa finitude, c'est-à-dire de sa limitation naturelle, pour pouvoir véritablement donc survivre dans la nature. Et ça c'est très important parce que ça nous montre véritablement que la technique fait partie de notre condition, qu'elle nous est nécessaire. On vit dans un environnement technique. La nature n'est pas toujours autour de nous. Non, nous vivons dans une maison avec des installations techniques, avec la lumière, avec bien évidemment une cuisine, plein d'instruments qui nous permettent justement de pouvoir nous développer et de pouvoir survivre. Il est donc clair que l'homme, l'être humain, s'émancipe de la nature grâce à la technique et commence à se créer un monde véritablement humain, un monde véritablement vivable dans lequel et au sein duquel il peut survivre. Il se crée son propre milieu. Et justement, en dépassant la nature, l'être humain devient un être de culture, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à ce qu'il est biologiquement, mais il se crée, en tant qu'être culturel, il se crée un monde proprement humain. Et ça, c'est un point que le philosophe Henri Bergson met particulièrement bien en évidence dans son ouvrage L'évolution créatrice. Alors, comment Bergson met en évidence ce point? Il fait une distinction entre l'homme et l'animal. Chez l'animal, l'outil dont il se sert est organique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'outil est organique? C'est tout simplement que l'outil est une partie du corps de l'animal. Pensons par exemple à la pince du crabe dont il se sert pour saisir un quelconque objet de la nature. Et l'animal, si vous voulez, c'est instinctivement utiliser une partie de son corps pour telle ou telle tâche déterminée. Tout est automatique. L'animal trouve instinctivement à disposition donc une partie de son corps pour satisfaire tel ou tel besoin naturel. Jusque-là, rien de compliqué. Mais tout change avec l'être humain. En effet, on a souvent l'habitude de considérer que l'être humain est un homo sapiens. Or, pour Bergson, l'être humain est avant tout un homo faber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain est avant tout, ou doit être considéré avant toute chose, comme un fabricant d'outils. L'homme fabrique des outils, et notamment des outils à fabriquer des outils.
En effet, nous n'avons pas des parties de notre corps comme la pince du crabe qui nous permettrait de pouvoir satisfaire certains besoins naturels. Bien évidemment, nous pouvons nous servir de nos mains, mais nos mains sont en général assez peu puissantes pour pouvoir véritablement satisfaire tous nos besoins. Et donc, pour Bergson, l'homme est un homo faber et il doit se créer ses propres outils pour satisfaire ses besoins naturels. Et contrairement donc aux instruments organiques de l'animal, les outils, les instruments humains sont peu appropriés aux besoins naturels. Ils sont d'un maniement pénible. Ce n'est pas toujours facile de s'en servir. Il faut une certaine force, par exemple. Ce n'est pas automatique, mais le grand avantage de ces outils inventés, qui sont d'un maniement, d'une utilisation pénible, c'est qu'ils vont permettre justement à l'homme de les transformer. Ces outils, bien qu'imparfaits, et parce qu'ils sont imparfaits, vont pouvoir être modifiés. Et l'être humain va ainsi pouvoir dépasser ses stricts besoins naturels pour justement satisfaire des besoins nouveaux qui vont être des désirs, qui vont non plus être des besoins vitaux, mais des désirs peut-être même un peu superflus. Et sur cette distinction entre besoin et désir, je vous renvoie à la vidéo consacrée au désir, justement. Donc en tout cas, Bergson nous montre que l'être humain dépasse véritablement sa propre nature, qu'il devient un être de culture grâce à la technique. Et en ce sens, il se crée un monde proprement humain, il inscrit sa marque dans la nature, et c'est ce qui marque peut-être la spécificité de l'être humain. Alors, faut-il pour autant être technophile, c'est-à-dire tomber dans une certaine adoration de la technique, en pensant qu'elle permettra véritablement un progrès humain ? La question n'est peut-être pas aussi évidente. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la technique est un domaine qui se développe et qui est en constant développement, dans un progrès constant. Et ce progrès constant oublie ou peut oublier le bien-être humain qui est pourtant sa finalité essentielle. Dans le développement de la technique, ce qu'on voit, c'est que l'être humain peut être asservi à la technique, que la technique recherche uniquement son propre développement, sa propre expansion. Et cela, on le voit notamment avec le phénomène de la division du travail. Alors la division du travail, elle a été tout à fait bien thématisée par un auteur anglais, Adam Smith, dans son ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » qui date de 1776. Adam Smith, donc, c'est, si vous voulez, le fondateur de l'économie classique. Alors, Adam Smith nous parle de la division technique du travail. Que veut dire la division technique du travail ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour produire une certaine marchandise donnée, eh bien, cette production va être subdivisée en diverses productions. Pour, par exemple, produire un carrosse, eh bien, certains ouvriers vont s'occuper des roues, d'autres de l'habitacle, d'autres des sièges, et ainsi de suite. Ce qu'on voit, c'est que dans la division technique du travail, telle qu'elle a lieu dans les manufactures, il s'agit de réduire le temps de production pour gagner justement en productivité, pour gagner en rendement. Et ainsi, chaque ouvrier est cantonné à une tâche qui est assez simple, très simple même, et qui est d'autant plus simple qu'en la répétant, l'ouvrier a une certaine aisance dans l'accomplissement de cette tâche, et chaque ouvrier justement pouvant acquérir une certaine aisance, la production devient de plus en plus rapide. On invente également des machines qui vont remplacer l'homme et qui vont pouvoir encore une fois augmenter la production et la rendre toujours de plus en plus rapide. Et Marx a donc montré les dérives d'un tel système, c'est le mode de production capitaliste. Il a montré donc les dérives de ce mode de production capitaliste, qui est caractérisé par la division technique du travail et le machinisme, dans son ouvrage Le Capital, au livre 1. Et dans Le Capital, donc Marx a émis un certain nombre de critiques, et je retiendrai notamment deux critiques.
Alors, déjà une critique concernant la division du travail. Marx nous montre que dans cette division technique du travail, chaque ouvrier en effet est réduit à une simple tâche et à ce moment-là, l'ouvrier s'appauvrit, c'est-à-dire qu'il perd certaines de ses capacités de développement, il perd certaines de ses capacités d'apprentissage et est réduit à n'être plus qu'un simple automate qui exécute toute la journée la même tâche, une tâche fastidieuse, mais une tâche aussi appauvrissante pour sa propre humanité. Et d'autre part, pour les machines, Marx montre que avec les machines, le véritable sujet, ce n'est plus l'ouvrier, mais c'est la machine. Et en quelque sorte, l'ouvrier devient un simple objet de la machine, il doit servir la machine et il est asservi à ses propres cadences qui peuvent parfois être infernales. Et là, bien évidemment, je vous renvoie au célèbre film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Ce qu'on voit alors, c'est que dans le développement technique, il y a une certaine violence. Il y a une certaine violence à l'encontre des êtres humains. C'est-à-dire que la technique, finalement, a perdu de vue en se développant le bien-être humain, sa destination, sa finalité originelle, pour uniquement viser son propre développement. Les individus, les êtres humains qui ont mis en œuvre la technique ont voulu toujours aller plus loin dans la technique, toujours avoir des gains d'efficacité, parce que la technique se définit par son efficacité, obtenir le maximum d'effet à partir du moindre effort, mais on a uniquement pris en compte justement ce gain de productivité, ce gain d'efficacité, et on en a oublié le bien-être humain. Et en oubliant le bien-être humain, en quelque sorte, eh bien, l'être humain s'est retrouvé asservi au développement de la technique. L'être humain, mais aussi la nature, bien évidemment, qui a été considérée uniquement comme un ensemble de moyens, un ensemble de matières premières dont on pouvait disposer pour justement accroître le développement de la technique, accroître la production, sans se soucier bien évidemment du bien-être de la planète, et nous en faisons aujourd'hui les frais. Alors, faut-il tomber maintenant dans une certaine technophobie, c'est-à-dire dans une peur et par conséquent un rejet de la technique? Alors, il ne faut pas être aussi tranché. La technique nous est nécessaire, est essentielle. Nous sommes saturés de technique. Se lever le matin et faire justement ses tartines, c'est déjà en quelque sorte une technique. Il faut juste faire attention à l'usage que l'on a et que l'on fait des techniques. En effet, il faut toujours garder en ligne de mire le progrès humain. Et c'est ce qu'explique la philosophe Simone Weil dans son ouvrage « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Simone Weil, en effet, dans cet ouvrage, nous appelle à prendre garde à l'usage que l'on fait de la technique. Et en effet, c'est en négligeant l'usage de la technique, justement, que la technique peut se dérégler. Il faut toujours viser le bien-être humain et mettre en balance, si vous voulez, les coûts de la technique et les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Et les bienfaits pour l'humanité de la technique doivent toujours être supérieurs à ses coûts. Donc, en ce sens, il faut ne pas uniquement avoir des raisonnements instrumentaux dans la technique, par exemple, être toujours avide de développement, mais il faut aussi prendre en compte, eh bien, en quelque sorte, les gains humains, les gains en bien-être, les gains en épanouissement humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement avoir sur la technique une perspective technique, mais avoir sur la technique une perspective morale, sociale, politique, pour justement rendre à la technique sa destination originelle, qui est le bien-être humain. La productivité, en quelque sorte, de la technique ne doit plus être uniquement envisagée en termes techniques ou en termes financiers, mais bien en termes humains, en termes de progrès social, de progrès humain. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur la technique. Bien évidemment, ce ne sont que là des pistes de réflexion qu'il faudrait prolonger, mais en tout cas j'essaie de problématiser cette notion pour vous montrer que la question ne doit pas être tranchée sur la valeur de la technique, que la technophilie irréfléchie, tout comme la technophobie irréfléchie, ne sont pas des réponses adéquates. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers le blog où je vous ai mis des extraits, des textes et des auteurs que j'ai cités tout au long de cette vidéo.
Moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir nos autres vidéos, mais aussi à cliquer sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour nous encourager à continuer. À bientôt!